pêcheur de perles, salut. La perle d'aujourd'hui pourrait juste consister en un rappel de la citation célèbre, aussi célèbre qu'ancienne elle est de Cicéron, l'auteur latin. Oui, c'est pas carré. Une injuste paix, vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Une injuste paix vaut mieux qu'une juste guerre. Je répète, une injuste paix vaut mieux qu'une juste guerre. Cette citation, cette espèce de vérité, a traversé les âges. Elle a résisté à l'épreuve du temps puisqu'elle a quelques 2000 ans d'âge. Ou celle-ci que nous devons à... Mon chat s'agite. C'est dingue, mais oui. Au cas où vous vous demanderiez ce qu'il est devenu. Il est toujours là. Ou cette autre citation à propos de la guerre que nous devons à Ernest Hemingway, donc l'écrivain américain. Ne croyez pas qu'une guerre, quelque justifiée ou nécessaire qu'elle soit, puisse ne pas être un crime. En d'autres termes, si l'on supprime la double négation, une guerre est toujours un crime. Une guerre est toujours un crime, ne serait-ce que contre l'humanité. Et pour illustrer ces deux citations, ces deux vérités, j'ai choisi un extrait d'une conversation entre Stanislav Krapivnik, ancien officier dans l'armée américaine. Il a une histoire assez intéressante puisque il a un double héritage. Il est né de parents russophones, mais il a grandi aux États-Unis. C'est donc tout naturellement que, attiré par la carrière des armes, il s'est enrôlé dans l'armée américaine, mais lorsqu'il a tenté d'entrer dans les forces spéciales, ce qui était son rêve, depuis tout petit je crois, on lui a gentiment fait comprendre que son nom de famille et son ascendance russe allait être un obstacle assez insurmontable, pensait Krapivnik. Il aurait pu, à tout moment, s'avérer être un espion à la solde de l'ennemi. Donc il s'est reconverti dans le journalisme, dans l'analyse militaire et géopolitique. Et il est ici en conversation avec Daniel Davis, qui tient un site que l'on peut qualifier d'alternatif, qui est toujours intéressant à regarder. Allez, on y va. Cela va-t-il avoir le moindre effet? Même s'ils abaissent l'âge de la conscription à 22 ans, cela peut-il changer en quoi que ce soit la dynamique sur le champ de bataille? Tout d'abord, parlons de Klitschko, le maire de Kiev, parangon du politicien ukrainien. Klitschko a 2 fils, 21 et 22 ans. Ils sont en Allemagne et ne prendront aucune part au combat. Aucun des proches de ces gens ne sont en Ukraine. La famille de tous ceux qui sont au pouvoir sont soit en Israël, soit à Londres, soit aux États-Unis. Aucun de ces types ne mettront jamais aucun des leurs en danger. Seuls les petites gens ont à aller à la mort, pas les élites. Aussi, ayons bien clair à l'esprit, quand on les entend parler de patriotisme, etc., que leur seule préoccupation, c'est le pognon. Combien de fric pourront-ils voler cette fois? Ulanov en est l'exemple accompli. Il a été ministre de la Défense pendant 1 an. Sa famille, dès 2016, était déjà établie aux États-Unis. Il a acheté un grand nombre de biens mobiliers en Floride, mais il a fait ça intelligemment. Il a mis chaque bien au nom d'un membre de sa famille, lesquels s'échangent les biens et ni vu ni connu, je t'embrouille. C'est typique de ce que font tous ces individus corrompus jusqu'à la moelle. Aussi lorsqu'on dit que Zelensky envoie les siens à l'abattoir. Mais qui sont les siens? Ses parents sont en Israël, dans une jolie villa. Sa femme et ses fils vivent dans une belle demeure londonienne, pendant qu'il achète des terres aux États-Unis. Il a acheté un casino dans la partie nord de Chypre. Il a racheté une banque d'investissement en Angleterre pour la modique somme d'1 milliard de livres sterling. Aussi longtemps
qu'ils pourront faire continuer la guerre, ces gens seront contents, car ils font de l'argent. C'est tout ce qu'ils voient. Ils se moquent bien de savoir combien de gens vont encore mourir. Ils n'ont pas l'intention de prendre leur retraite en Ukraine. L'Ukraine est un abreuvoir à fric pour eux et n'a jamais été autre chose. Et le fric coule mieux en temps de guerre qu'en temps de paix ou de paix relative. Il y a des gens dans ma famille qui essuient des coups de feu depuis 12 ans. Je suis allé visiter une de mes tantes à Nisaravata. Rien que pour y arriver, la route de Gorovka à Nisaravata, c'est 30 kilomètres sous le feu ukrainien. Avec un pote, paix à son âme, il est mort dans un accident de voiture alors qu'il livrait des marchandises. Il s'est endormi de fatigue au volant. Bien, on a fait la route dans un 4x4 et on entendait les balles siffler. Heureusement que ce n'est pas facile d'ajuster avec un tir d'artillerie une voiture qui file à 100-110 km à l'heure. Mais les drones peuvent vous atteindre. La preuve, c'est qu'il y a des véhicules brûlés tout le long de la route. Et quand on est arrivé chez ma tante, à l'époque, mon oncle était encore en vie. Il est mort d'un cancer, voyez-vous, car il n'a pas su arriver à la clinique à Gorsk parce que les Ukrainiens prennent les taxis pour cible. Oui, ils tirent sur tout ce qui bouge, à commencer par les véhicules militaires, bien sûr, mais à défaut de militaires, tout est bon, même des civils qui marchent dans la rue, par exemple. Ma tante, elle a un cratère d'obus dans son jardin. Son voisin a été tué 3 mois plus tard. Sa maison avait déjà été frappée 2 fois. Un autre voisin a perdu le toit de sa maison. Je veux dire, avant que l'opération militaire spéciale ne commence, les Ukrainiens se bourraient la gueule avant de vider leur chargeur en direction de Nisaravata, qui est juste sur la ligne frontière. 30 000 habitants, et les Ukrainiens leur tiraient dessus pour s'amuser quand ils avaient un peu trop bu. Faut s'imaginer la situation. À présent, ils harassent la population et tirent au hasard tous les jours. Une dizaine, une vingtaine, une trentaine de rafales. L'autre jour, j'étais en pleine conversation que je pouvais entendre les balles siffler au-dessus de ma tête. Vous entendez les détonations à 1 kilomètre de distance. Et c'est cela que vivent les gens tous les jours que Dieu fait. Et ils ont vécu avec des périodes de relative accalmie cela pendant 12 ans. Je reviens à Hemingway, Ernest Hemingway, qui n'a jamais fini de parler de la guerre. No catalogue of horrors ever kept men from war. Before the war, you always think that it's not you that dies, but you will die, brother, if you go to it long enough. Aucun catalogue des horreurs n'a jamais éloigné les hommes de la guerre. Avant la guerre, tu penses pour sûr que ce sont les autres qui meurent, mais tu mourras aussi, mon frère, pour peu que tu fasses assez longtemps la guerre.